Que découvrirait un millionnaire en suivant secrètement sa femme de ménage jusqu'à une maison abandonnée? La vérité que ses propres enfants lui révéleraient changerait sa vie pour toujours. La pluie battait avec force les immenses baies vitrées du 35e étage de l'immeuble de bureau le plus haut de la ville. Alexandre Beaumont, les mains tremblantes, tenait le rapport financier qui venait de tout bouleverser. Les chiffres ne mentaient pas. Quelqu'un volait dans son entreprise et les soupçons se portaient directement sur le service de nettoyage. « Impossible !» murmura-t-il, ses yeux parcourant chaque ligne du document. Pendant des années, il avait fait aveuglément confiance à son personnel de nettoyage, en particulier à Élodie, cette femme silencieuse qui travaillait toujours tard, alors qu'il était encore au bureau. Mais les faits étaient irréfutables. Il manquait des fournitures coûteuses, des produits de nettoyage spécialisés, auxquels seul le personnel de nuit avait accès. Le détective privé qu'il avait engagé des semaines auparavant avait finalement remis son rapport préliminaire. Les caméras de sécurité montraient des mouvements suspects, des silhouettes chargeant des cartons après les heures de travail. Alexandre sentit son cœur se déchirer. Comment la personne en qui il avait le plus confiance, la seule employée qui connaissait les recoins les plus intimes de son bureau, pouvait-elle le trahir de cette manière? Cette nuit-là, tandis qu'Élodie terminait sa routine de nettoyage, Alexandre resta caché dans son bureau, les lumières éteintes. À travers la fente de la porte, il observa chaque mouvement de la femme qui avait nettoyé son espace pendant plus de 3 ans. Ses gestes étaient les mêmes que d'habitude, méticuleux, respectueux, presque dévoué avec chaque objet qu'elle touchait. Mais alors, quelque chose se produisit qui lui glaça le sang. Élodie se dirigea vers le placard à fournitures avec une clé qu'elle ne devrait absolument pas avoir. Alexandre la vit sortir plusieurs produits de nettoyage industriel, des désinfectants spécialisés et d'autres articles coûteux qu'elle rangea soigneusement dans un grand sac. Son cœur se brisa en 1000 morceaux, confirmant ses pires craintes. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il, sentant la trahison lui brûler la poitrine comme de l'acide. Pendant des années, il avait été généreux avec ses employés. Il avait payé des salaires justes, il avait offert des primes lors d'occasions spéciales. Pourquoi Élodie ferait-elle une chose pareille? Pourquoi risquerait-elle tout pour quelques produits de nettoyage? Quand Élodie eut fini et se dirigea vers l'ascenseur, Alexandre prit une décision qui allait tout changer. Il n'appellerait pas la police. Il ne confronterait pas la femme immédiatement. Il avait besoin de comprendre pourquoi. Il avait besoin de savoir ce qui l'avait poussée à devenir une voleuse. Silencieusement, Alexandre suivit Élodie jusqu'au parking. Depuis sa Mercedes noire, il garda une distance prudente tandis que le vieux bus urbain s'éloignait dans les rues mouillées de la ville. Son cœur battait avec un mélange de colère et de déception qu'il n'avait jamais ressenti. Cette femme avait violé sa confiance de la manière la plus vile possible. Le bus fit plusieurs arrêts avant qu'Élodie ne descende dans un quartier qu'Alexandre n'avait jamais visité. C'était une zone où les rues n'étaient pas goudronnées, où les maisons semblaient construites avec des morceaux de différents matériaux, où la pauvreté se respirait à chaque coin de rue. Alexandre continua de garder ses distances, sa Mercedes détonnant complètement dans l'environnement. Élodie marcha encore 20 minutes, portant ce sac qui contenait les produits volés. Alexandre la suivit à pied, restant dans l'ombre, sentant sa colère grandir à chaque pas. Pourquoi avait-elle besoin de tant de désinfectants? Avait-elle une affaire parallèle de vente de produits de nettoyage? L'idée qu'il ait involontairement financé une opération criminelle lui tordait l'estomac. Finalement, Élodie s'arrêta devant une construction qui laissa Alexandre sans voix. Ce n'était pas une maison, mais une structure abandonnée, avec des murs fissurés, des fenêtres brisées, recouvertes de carton, et un toit qui avait clairement connu de meilleurs jours. L'endroit semblait sur le point de s'effondrer, et pourtant, Élodie se dirigea vers la porte principale, comme si c'était sa maison. Quel est cet endroit? Se demanda Alexandre, sentant la confusion remplacer progressivement sa colère. Cela ne ressemblait pas à la cachette d'une voleuse professionnelle, mais plutôt au refuge de quelqu'un de désespéré. Élodie ouvrit la porte et disparut à l'intérieur. Alexandre attendit quelques minutes avant de s'approcher prudemment. Les fenêtres barricadées ne lui permettaient pas de voir quoi que ce soit, mais il pouvait entendre des voix à l'intérieur. Des voix qui le laissèrent complètement paralysé. C'étaient des voix d'enfants. « Maman, tu es là !» entendit-il dire une voix enfantine pleine de joie. Lucas a toussé toute la nuit et Chloé a beaucoup de fièvre. Alexandre sentit comme un coup de poing dans la poitrine. Des enfants, Élodie avait des enfants vivants dans cet endroit. Son esprit commença à traiter lentement une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Les produits de nettoyage, les désinfectants spécialisés. Et si elle ne les volait pas pour les vendre, il s'approcha d'une des fenêtres qui avait un petit trou dans le carton qui la recouvrait. Ce qu'il vit à travers cette petite ouverture changea tout ce qu'il croyait savoir sur Élodie Dubois. À l'intérieur de cette maison abandonnée, éclairée seulement par quelques bougies, il y avait 3 enfants, un adolescent qui semblait s'occuper de 2 plus jeunes, dont l'un était clairement malade. Élodie avait sorti les produits de nettoyage
et désinfectait méticuleusement chaque surface, chaque recoin de ce logement précaire. Ces mouvements étaient les mêmes qu'Alexandre avait observés dans son bureau. Soigneux, méthodique, rempli d'un amour qu'il comprenait maintenant parfaitement. « Mon chéri, viens ici », entendit-il Élodie dire au plus jeune enfant. « Il faut te soigner cette toux. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Alexandre tituba en arrière, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Toi aussi ? Qu'est-ce que cela signifiait ?» Son cœur se brisait en réalisant qu'il avait mal jugé cette femme. Elle ne volait pas par avarice ou méchanceté. Elle volait pour survivre, pour garder ses enfants en vie dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Mais alors une voix d'enfant brisée transperça la nuit comme un poignard. « Maman, papa reviendra-t-il un jour? Viendra-t-il nous aider, comme il l'a promis avant d'aller au ciel ?» Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quel cri. Alexandre comprit à ce moment que cette femme ne luttait pas seulement contre la pauvreté, mais aussi contre la perte de quelqu'un de très important. Et pendant qu'il se souciait de quelques produits de nettoyage, elle menait une bataille épique pour maintenir sa famille en vie. Alexandre resta immobile pendant plusieurs minutes, traitant la réalité dévastatrice qu'il venait de découvrir. Ses jambes tremblaient tandis qu'il s'éloignait silencieusement de la fenêtre, son esprit luttant pour comprendre comment il avait pu être si aveugle à la souffrance de l'une de ses employées les plus dévouées. Il retourna à sa Mercedes le cœur brisé, mais ne put démarrer le moteur. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à insérer la clé. Les mots de l'enfant résonnaient toujours dans sa tête comme un écho douloureux. « Papa reviendra un jour ». L'innocence de cette question, l'espoir désespéré dans cette voix enfantine, l'avait frappé plus fort que n'importe quelle nouvelle d'affaires qu'il ait jamais reçue dans sa vie. Il resta assis là, observant cette maison délabrée où une mère célibataire luttait pour garder ses 3 enfants en vie. À travers les fissures des murs, il pouvait voir la faible lumière des bougies bouger, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter une histoire de résistance et d'amour inébranlable. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura Alexandre, portant ses mains à son visage. Pendant des semaines, il avait prévu de licencier Élodie. Il avait envisagé de porter plainte pour vol. Il avait laissé la méfiance empoisonner chaque interaction avec elle. Et pendant tout ce temps, elle avait utilisé ses produits pour créer un environnement propre et sûr pour ses enfants malades. Il se rappela alors toutes les fois où il avait vu Élodie travailler très tard, toujours avec un dévouement qu'il avait trouvé admirable, mais qu'il comprenait maintenant parfaitement. Chaque minute supplémentaire qu'elle passait au bureau signifiait de l'argent supplémentaire pour sa famille, signifiait une occasion de plus de ramener à la maison les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ses enfants. Soudain, il entendit des voix provenant de l'intérieur de la maison. Il semblait qu'une sorte de crise se développait. Alexandre sortit silencieusement de la voiture et s'approcha à nouveau de la fenêtre, son cœur battant d'un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Maman, Lucas n'arrive pas bien à respirer », entendit-il la voix d'une petite fille pleine de panique. Il devient très bleu et fait des bruits étranges quand il essaye de prendre de l'air. Alexandre vit Élodie se déplacer frénétiquement dans la pièce, portant le plus jeune enfant tout en essayant de le calmer. La scène qui se déroulait sous ses yeux était déchirante. Une mère désespérée essayant de sauver son enfant avec des ressources très limitées. « Thomas, apporte le vaporisateur que nous avons fait avec la casserole », ordonna Élodie d'une voix tremblante mais ferme. « Chloé, aide-moi à tenir ton petit frère pendant que nous lui donnons la vapeur. Nous allons y arriver, mon amour. Maman ne laissera rien de mal t'arriver. » Alexandre observa fasciné comment cette famille improvisait des solutions médicales avec des éléments de base. Thomas, le fils aîné, déplaçait une casserole d'eau chaude près du petit enfant, créant un vaporisateur maison pendant que sa sœur tenait la petite tête du bébé. La coordination entre eux parlait d'une routine établie par la nécessité de frères et sœurs qui avaient appris à prendre soin les uns des autres dans des circonstances impossibles. « Pourquoi Lucas tombe-t-il si souvent malade, maman ?» demanda Chloé avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. « C'est parce que nous vivons ici? C'est parce que nous n'avons pas de chauffage comme les maisons de mes camarades d'école ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Alexandre vit Élodie lutter pour contenir ses larmes, tandis qu'elle continuait d'appliquer la vapeur improvisée sur les voies respiratoires de son plus jeune fils. La question de la petite fille avait touché une vérité dévastatrice que toute la famille connaissait, mais que personne n'osait verbaliser complètement. « Mon amour », répondit finalement Élodie d'une voix brisée. « Parfois, la vie nous met face à des épreuves très difficiles, mais l'important est que nous nous ayons les uns les autres et que maman fera tout son possible pour que vous alliez bien. Papa veille sur nous depuis le ciel et il veut que nous soyons forts. » Alexandre sentit les larmes commencer à couler sur ses joues. La force de cette femme, sa capacité à garder espoir dans des circonstances si désespérantes, le touchait d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Toute sa vie, il avait été entouré de luxe, de commodité,
de solutions immédiates à tout problème. Il n'avait jamais affronté la réalité de devoir choisir entre acheter des médicaments pour un enfant malade ou payer le loyer d'un logement décent. « Maman, » dit Thomas avec une maturité déchirante. « Demain, je n'irai pas à l'école. Je resterai pour m'occuper de Lucas et Chloé pendant que tu travailles. De plus, j'ai entendu dire qu'au marché central, ils ont besoin d'aide pour charger des caisses. Je peux gagner de l'argent supplémentaire ? Non, mon chéri, » répondit Élodie avec fermeté, bien que sa voix tremblât d'émotion. Ton éducation est la chose la plus importante. C'est la seule façon pour qu'un jour tu puisses avoir une vie différente de la mienne. Je ne te permettrai pas de sacrifier ton avenir à cause de notre situation actuelle. Mais maman, nous avons besoin d'argent, insista Thomas. Et de plus, si Lucas empire, quelqu'un doit être là pour l'emmener à l'hôpital public. Tu ne peux pas manquer le travail car nous avons besoin de ce salaire. Alexandre réalisa qu'il assistait à une conversation qui se répétait constamment dans cette famille, la terrible décision entre la survie immédiate et l'espoir futur. Chaque jour, Élodie devait choisir entre s'occuper de ses enfants malades ou conserver le travail qui les maintenait en vie. Et ses enfants, à peine des enfants, assumaient déjà des responsabilités qui incomberaient à des adultes. « Écoutez-moi bien », dit Élodie, attirant ses 3 enfants vers elle dans une étreinte collective qu'Alexandre put voir clairement à travers la fenêtre. « Je sais que la situation est très difficile en ce moment. Je sais que vous avez froid, que Lucas est malade, que parfois il n'y a pas assez de nourriture, mais je vous promets que cela va changer. Maman travaille très dur pour trouver un meilleur endroit où vivre. »« Vraiment, maman ?» demanda Chloé avec ses yeux brillants remplis d'espoir enfantin. « Nous allons avoir une maison avec du chauffage et Lucas pourra mieux respirer ?»« Oui, mon amour, » répondit Élodie. Bien qu'Alexandre pût déceler l'incertitude derrière cette promesse, « Nous allons avoir un vrai foyer, avec des chambres pour chacun, avec de l'eau chaude, avec tout ce que vous méritez. » Alexandre sentit son cœur se briser en réalisant qu'Élodie faisait des promesses qu'elle ne pourrait probablement pas tenir. Avec son salaire de femme de ménage, même en faisant des heures supplémentaires, il lui serait presque impossible de sortir sa famille de cette situation. Et pourtant, elle continuait à nourrir l'espoir de ses enfants, car c'était la seule chose qui les maintenait unis et désireux de se battre. C'est alors qu'il entendit quelque chose qui changea complètement sa perspective sur toute la situation. « Thomas », dit Élodie à voix basse, pensant que les plus jeunes enfants ne pouvaient pas entendre. « J'ai quelque chose d'important à te dire, le travail chez Monsieur Beaumont. Dernièrement, j'ai dû prendre certaines choses du bureau, des produits de nettoyage, des désinfectants. Je sais que c'est mal, mais avec Lucas si malade et sans argent pour acheter des médicaments... »« Maman, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » interrompit Thomas avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Tu fais toujours ce qu'il faut. Si tu as pris ces choses, c'est parce que tu n'avais pas d'autre choix. Papa disait toujours que quand il s'agit de protéger la famille, un parent fait ce qu'il faut. » Alexandre resta sans voix. Élodie confessait à son fils aîné qu'elle avait pris des produits du bureau, mais la manière dont elle le faisait n'était pas celle d'une criminelle justifiant ses actes, c'était celle d'une mère désespérée, expliquant à son fils pourquoi elle avait dû compromettre ses propres valeurs morales pour les maintenir en vie. « Mais, mon fils, » continua Élodie, les larmes aux yeux, « je veux que tu comprennes que ce n'est pas ce que je veux vous apprendre. Dans des circonstances normales, je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. Votre père était un homme honnête, travailleur, et il voulait que vous grandissiez en étant des personnes intègres. Ce que je fais maintenant n'est que jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Maman, papa ferait la même chose s'il était là, » répondit Thomas en serrant sa mère dans ses bras. « Il nous a appris que le plus important est de prendre soin de la famille, et tu fais exactement cela. » Alexandre dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La conversation qu'il venait d'entendre l'avait marqué plus profondément que toute expérience précédente de sa vie. Cette femme avait été torturée par la culpabilité de prendre ses produits. Elle avait enseigné à ses enfants que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais que parfois des circonstances extrêmes obligeaient les gens à prendre des décisions impossibles. Soudain, Lucas commença à tousser violemment, un son humide et préoccupant qui fit immédiatement se mobiliser toute la famille. Alexandre vit Élodie porter le petit enfant tandis que Thomas et Chloé couraient apporter plus d'eau chaude pour le vaporisateur improvisé. « Lucas, mon amour, calme-toi » murmura Élodie en berçant l'enfant. « Maman est là, tout ira bien. Respire doucement, comme je t'ai appris. » Mais Alexandre pouvait voir que la situation empirait. Les lèvres de l'enfant avaient une teinte bleutée qui n'était définitivement pas normale, et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Il était évident qu'il avait besoin de soins médicaux professionnels urgents. « Maman » dit Thomas, la panique grandissant dans sa voix. « Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Il empire. »« Mon fils, tu sais que nous n'avons pas d'argent pour la clinique privée, » répondit Élodie avec désespoir. « Et à l'hôpital public, ils vont mettre des heures à nous prendre en charge. De plus,
Ils vont nous poser beaucoup de questions sur l'endroit où nous vivons, sur notre situation. Alexandre réalisa qu'Élodie avait peur de chercher de l'aide médicale, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'elle craignait que les autorités ne se rendent compte des conditions dans lesquelles elle élevait ses enfants. La peur qu'on lui retire ses enfants pour négligence ou pour vivre dans des conditions inadéquates la paralysait juste au moment où elle avait le plus besoin d'agir. « Maman, peu importe ce qu'ils disent », insista Thomas. « Si Lucas souffre parce que nous ne l'emmenons pas à l'hôpital, je ne me le pardonnerai jamais et toi non plus. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Alexandre. Un enfant de 12 ans était confronté à la possibilité réelle de perdre son petit frère par manque de ressources médicales. Il voyait une famille se déchirer entre l'amour, la peur et le désespoir. Élodie prit finalement une décision qui démontra la véritable ampleur de son amour maternel. « Tu as raison, mon fils », dit-elle avec détermination, enveloppant Lucas dans une couverture usée. « Allons à l'hôpital public. Peu importe ce que nous devrons affronter après. L'important maintenant est de sauver ton petit frère. » Alexandre les vit quitter la maison abandonnée à l'aube. Une procession silencieuse de figures enveloppées dans des couvertures déchirées marchant sous la pluie vers un arrêt de bus lointain. Élodie portait Lucas, tandis que Thomas tenait la main de Chloé. Et tous se déplaçaient avec cette urgence désespérée de ceux qui savent que chaque minute compte. C'est à ce moment-là qu'Alexandre Beaumont prit la décision la plus importante de sa vie. Il ne pouvait pas rester là, spectateur passif, tandis que cette famille luttait pour survivre. Il ne pouvait pas retourner dans son hôtel particulier chaud et confortable, sachant qu'à quelques kilomètres de distance, 3 enfants innocents payaient le prix de circonstances qui étaient complètement hors de leur contrôle. Il courut vers sa Mercedes et démarra le moteur. Il devait faire quelque chose. Il devait aider, mais tandis qu'il conduisait derrière le bus qui emmenait la famille d'Élodie à l'hôpital, une question le tourmentait. Comment avait-il vécu 45 ans sans se rendre compte que ce genre de souffrance existait si près de lui? Et plus important encore, quel genre d'homme était-il devenu s'il avait été capable de juger une mère désespérée sans d'abord essayer de comprendre son histoire? L'hôpital public de Saint-Louis ressemblait à un labyrinthe de désespoir sous les lumières fluorescentes qui clignotaient par intermittence. Alexandre arriva quelques minutes seulement après la famille d'Élodie, garant sa Mercedes dans une zone où elle détonnait définitivement parmi les véhicules délabrés et les ambulances qui allaient et venaient constamment. Depuis l'entrée principale, il put voir Élodie courir vers le comptoir des urgences avec Lucas dans les bras tandis que Thomas et Chloé la suivaient de près. Le petit enfant avait empiré pendant le trajet en bus. Sa respiration était devenue si difficile que même de loin, Alexandre pouvait voir comment il luttait pour chaque bouffée d'air. « S'il vous plaît, mon fils ne peut pas respirer », entendit-il Élodie crier à l'infirmière de garde, une femme d'âge moyen qui semblait avoir vu trop de souffrance pour être surprise par quoi que ce soit. « Il empire toute la nuit, et maintenant il devient bleu. S'il vous plaît, vous devez l'aider. » L'infirmière, dont la plaque l'identifiait comme Sylvie Martin, regarda l'enfant avec une expression professionnelle mais compréhensive. Cependant, ces mots suivants furent comme des poignards pour le cœur de quiconque les entendait. « Madame, je vois que votre fils a effectivement besoin d'une attention immédiate, » dit Sylvie tout en vérifiant rapidement les signes vitaux de Lucas. « Mais j'ai besoin que vous remplissiez ces formulaires d'abord. Informations personnelles, adresse, mutuelle, mode de paiement. » Des formulaires ? Interrompit Élodie avec un désespoir évident dans sa voix. « Mon fils est très mal et vous me demandez des formulaires ? S'il vous plaît, occupez-vous de lui d'abord et après nous remplirons tous les papiers que vous voulez. »« Je comprends votre inquiétude, madame, mais ce sont des procédures obligatoires, » répondit l'infirmière avec cette froideur institutionnelle qui caractérise les systèmes de santé surchargés. « Sans la documentation complète, nous ne pouvons pas traiter son admission dans le système. » Alexandre observait la scène à distance prudente, sentant l'indignation monter en lui. Il assistait à la façon dont la bureaucratie pouvait se transformer en tragédie pour ceux qui n'avaient pas de ressources. Tandis que Lucas luttait pour respirer, le système exigeait de sa mère qu'elle priorise les formalités administratives sur la vie de son fils. « Maman, donne-lui les papiers qu'elle veut », murmura Thomas, essayant d'être le grand frère responsable que les circonstances l'avaient forcé à devenir. « Je peux m'occuper de Chloé pendant que tu remplis tout ça. » Mais quand Élodie commença à remplir les formulaires, la cruelle réalité de sa situation devint évidente. À la case adresse, elle resta paralysée. Que pouvait-elle écrire? Maison abandonnée sans numéro dans le quartier défavorisé? Cela ne soulèverait-il pas des soupçons sur sa capacité à prendre soin de ses enfants? « Madame, j'ai besoin d'une adresse valide », insista l'infirmière Sylvie, remarquant l'hésitation d'Élodie. « C'est une information requise pour le dossier médical. C'est que nous sommes en train de déménager », mentit Élodie, ses mains tremblant en tenant le stylo. « Temporairement, nous séjournons chez des membres de notre famille. »« L'adresse des membres de la famille alors », interrompit Sylvie avec une impatience croissante. «
Il y avait une file de personnes attendant derrière Élodie, et il était évident que la pression du travail affectait sa patience. Alexandre vit Élodie s'effondrer lentement. C'était une femme fière qui avait travaillé toute sa vie, qui avait gardé sa dignité même dans les circonstances les plus difficiles. Mais maintenant, avec son fils dans un état critique dans ses bras, elle se voyait forcée de mentir et de s'humilier devant un système qui semblait conçu pour expulser les plus vulnérables. C'est alors que Lucas commença à faire une crise soudaine. « Mon bébé, il se passe quelque chose avec mon bébé !» cria Élodie tandis que le petit Lucas empirait brusquement et que toute la salle se paralysait. Les convulsions étaient terrifiantes à regarder. Le petit corps de Lucas se contractait violemment tandis que ses petits yeux devenaient complètement blancs. L'infirmière Sylvie réagit finalement avec l'urgence que la situation méritait depuis le début. « Code bleu aux urgences. J'ai besoin d'un médecin ici immédiatement !» cria-t-elle en prenant Lucas des bras d'Élodie et en courant vers les salles de traitement. « Ne me prenez pas mon fils !» sanglotait Élodie en essayant de suivre l'infirmière. « S'il vous plaît, laissez-moi être avec lui. C'est juste un bébé, il a peur. »« Madame, vous devez rester ici pendant que nous stabilisons l'enfant », lui dit un agent de sécurité, lui barrant le passage avec cette autorité impersonnelle qui caractérise ceux qui appliquent des règlements sans tenir compte de la douleur humaine qu'ils causent. Les familles ne peuvent pas entrer dans la zone de traitement pendant les urgences médicales. Alexandre vit Élodie s'effondrer émotionnellement. Cette femme forte, qui avait affronté la pauvreté, le veuvage et la responsabilité d'élever seuls 3 enfants, finit par craquer. Elle s'effondra sur l'une des chaises en plastique de la salle d'attente, pleurant avec une intensité qui fendait l'âme de quiconque l'entendait. « Maman, ne pleure pas », lui dit Chloé avec cette sagesse innocente des enfants qui ont vu trop de souffrance. « Lucas est très fort. Souviens-toi que papa disait toujours que notre famille a du sang de guerrier. Lucas ira bien parce qu'il a ta force. » Les mots de la petite fille de 8 ans révélèrent quelque chose de fondamental sur cette famille. Ils avaient perdu leur patriarche, mais son héritage de force restait vivant en chacun de leurs membres. Le père de ces enfants avait clairement été une figure importante qui leur avait enseigné des valeurs de résistance et d'unité familiale. « Comment papa est-il mort, maman ?» demanda Thomas d'une voix brisée, profitant de ce moment vulnérable pour poser une question qu'il avait de toute évidence longtemps réprimée. « Tu ne nous as jamais raconté exactement ce qui s'est passé. » Alexandre s'approcha un peu plus, sans être détecté, car il pressentait qu'il était sur le point d'entendre une vérité fondamentale pour comprendre la situation de cette famille. Élodie respira profondément avant de répondre, essuyant ses larmes du revers de la main. « Votre père était soudeur dans le bâtiment ?» commença-t-elle d'une voix tremblante. Il travaillait sur de très hauts immeubles, faisant ces structures métalliques qui soutiennent tout. Un jour, l'entreprise pour laquelle il travaillait décida d'économiser de l'argent sur les mesures de sécurité. Il n'y avait pas assez de harnais. Les plateformes étaient en mauvais état. « Il est tombé ?» demanda Chloé avec cette brutalité directe que seuls les enfants peuvent exprimer. « Oui, mon amour », confirma Élodie, serrant ses 2 enfants aînés dans ses bras. « Il est tombé du 18e étage parce que l'entreprise n'a pas voulu investir dans un équipement de sécurité adéquat. Et quand nous avons essayé de les faire nous aider, quand nous avons demandé une compensation pour pouvoir continuer, ils nous ont dit que c'était sa faute de ne pas avoir été prudent. » Alexandre sentit le sang lui geler. Cette famille n'avait pas seulement perdu son principal soutien, elle avait été victime de la négligence corporative. Une entreprise avait privilégié les profits sur la vie humaine, et lorsque les conséquences de cette décision s'étaient avérées fatales, elle avait blâmé la victime. « C'est pour ça que nous n'avons pas pu rester dans notre ancienne maison ?» demanda Thomas, reliant les points avec cette intelligence précoce que développent les enfants qui grandissent dans l'adversité. « Exactement, mon fils », répondit Élodie. « Sans le salaire de papa, nous n'avons pas pu payer le loyer. Le propriétaire nous a expulsés après 2 mois de retard. Nous avons tout perdu, les meubles, les photos de famille, même les jouets que papa vous avait achetés pour Noël. » L'image qui se formait dans l'esprit d'Alexandre était dévastatrice. Cette famille avait eu une vie normale, une maison, une stabilité. Tout s'était effondré à cause de l'avidité corporative et du manque de responsabilité sociale. Élodie était passée d'épouse d'un travailleur respecté à mère célibataire, luttant pour garder ses enfants en vie dans une maison abandonnée. « Mais maman, » dit Chloé avec cet espoir inébranlable de l'enfance, « tu dis toujours que papa veille sur nous depuis le ciel. Tu crois qu'il aide Lucas en ce moment même ?»« Bien sûr, mon amour, » répondit Élodie, trouvant des forces dans la foi qui avait maintenu sa famille unie. « Papa ne nous abandonnerait jamais. Il parle aux médecins en ce moment même, leur disant exactement comment soigner Lucas. » C'est à ce moment-là que le médecin apparut, un homme jeune qui semblait épuisé, mais qui maintenait cette sérénité professionnelle nécessaire pour annoncer des nouvelles médicales. Alexandre s'approcha suffisamment pour entendre tout ce qu'il avait à dire. « Famille Dubois ?» demanda le médecin en consultant son dossier. « Oui, je suis la mère.
répondit Élodie, se levant immédiatement. « Comment va mon fils? Il va bien? Votre fils Lucas souffre d'une infection respiratoire sévère, compliquée par la malnutrition et une exposition prolongée à des conditions environnementales défavorables, expliqua le médecin avec cette terminologie médicale qui sonnait terrifiante pour des oreilles non professionnelles. Les convulsions ont été causées par le manque d'oxygène dû à l'obstruction de ses voies respiratoires. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples, docteur? Demanda Thomas, reprenant ce rôle d'adulte qui ne lui correspondait pas à ses 12 ans. Cela signifie que votre petit frère est très malade, parce qu'il a respiré de l'air pollué et n'a pas reçu la nutrition adéquate pour maintenir son système immunitaire fort, expliqua le médecin, démontrant une empathie qui contrastait avec la froideur bureaucratique des autres, employés de l'hôpital. Il a besoin d'une hospitalisation immédiate, d'un traitement antibiotique intraveineux et de soins intensifs pendant au moins 1 semaine. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Alexandre vit Élodie traiter lentement les implications de ces mots. Hospitalisation signifiait des dépenses qu'elle ne pourrait jamais couvrir. Un traitement intensif signifiait qu'elle devrait s'absenter du travail, perdant le seul revenu qui maintenait sa famille en vie. « Docteur, » dit Élodie d'une voix tremblante, « combien cela va-t-il coûter? Madame, en ce moment, l'important est de sauver la vie de votre fils, » répondit le médecin, évitant habilement la question financière. Les aspects économiques peuvent être discutés plus tard avec le service de facturation. Mais Élodie avait vécu suffisamment de pauvreté pour comprendre que discuter plus tard signifiait accumuler une dette impossible à payer. Cela signifiait que pendant des années, elle paierait des factures médicales qui la maintiendraient dans la misère absolue. « Y a-t-il une alternative moins coûteuse ?» demanda-t-elle avec le désespoir d'une mère qui se noyait dans une mer d'impossibilité. « Quelque chose que je peux faire à la maison. Je sais m'occuper des enfants malades. Je le fais depuis des mois. » « Madame Dubois, » dit le médecin avec fermeté, mais compréhension. « Votre fils a besoin d'équipements médicaux que nous n'avons qu'ici à l'hôpital. Si vous tentez de le traiter à la maison, il y a une très forte probabilité qu'il ne survive pas. Êtes-vous prête à prendre ce risque ?» La question resta suspendue dans l'air comme une guillotine émotionnelle. Alexandre observa Élodie lutter intérieurement entre l'amour inconditionnel pour son fils et la réalité écrasante de sa situation économique. C'était la décision la plus cruelle qu'une mère puisse affronter, s'endetter à vie pour sauver son fils ou risquer de le perdre par manque de ressources. C'est alors qu'Alexandre Beaumont prit la décision qui allait changer non seulement la vie de la famille Dubois, mais aussi sa propre existence. Il sortit de l'ombre où il avait observé et s'approcha directement du groupe. « Excusez-moi, docteur, » dit-il avec cette autorité naturelle que confèrent l'argent et le pouvoir. « Je suis Alexandre Beaumont et je prendrai en charge tous les frais médicaux de Lucas Dubois. Je veux qu'il reçoive le meilleur traitement disponible, quel qu'en soit le coût. » Élodie se tourna vers lui avec une expression de choc absolu. Ses yeux se remplirent de confusion, d'espoir et de terreur simultanément. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son patron, l'homme à qui elle avait volé des produits de nettoyage, se tenait là dans la salle d'urgence d'un hôpital public, offrant de payer le traitement de son fils. « Monsieur Beaumont, » balbutia Élodie. « Quoi? Comment? Pourquoi êtes-vous ici ?» Alexandre la regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, il y avait un mélange de honte, d'admiration et de détermination. « Élodie, » dit-il d'une voix émue, « je suis venu te demander pardon. » Le silence dans la salle d'urgence devint si dense qu'il semblait que même les appareils médicaux avaient cessé de faire du bruit. Élodie regardait Alexandre avec une expression mêlant choc, confusion et pure terreur. Ses enfants s'étaient instinctivement réfugiés derrière elle, ne comprenant pas pourquoi leur patron était apparu de nulle part au moment le plus vulnérable de leur vie. « Pardon » répéta Élodie d'une voix à peine audible, comme si les mots s'étaient coincés dans sa gorge. « Monsieur Beaumont, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment saviez-vous que nous étions ici? Pourquoi voulez-vous aider Lucas ?» Alexandre respira profondément, sachant que les mots suivants définiraient non seulement l'avenir de cette famille, mais aussi le type d'homme qu'il deviendrait à partir de ce moment. « Élodie, je dois avouer quelque chose de terrible, » commença-t-il, sa voix tremblante d'une émotion sincère. « Pendant des semaines, je t'ai surveillé. Je croyais que tu volais des produits de nettoyage au bureau. J'ai engagé un détective privé. J'ai examiné les caméras de sécurité. Je t'ai espionné comme si tu étais une criminelle. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes en comprenant l'ampleur de la situation. Son pire cauchemar se réalisait. Elle avait été découverte. Mais ce qui la dévastait le plus n'était pas la peur des conséquences, mais la honte que ses enfants entendent que leur mère avait été cataloguée comme une voleuse. « Maman n'est pas une voleuse », déclara Thomas avec cette férocité protectrice que développent les enfants lorsqu'ils voient leurs parents attaqués. « Ma maman est la meilleure personne du monde. Si elle a pris ces choses, c'est parce que nous en avions besoin pour ne plus tomber malade. »« Je sais, mon fils, » répondit Alexandre, s'adressant directement à Thomas avec un respect qui surprit tous les présents.
Et tu as raison, ta maman n'est pas une voleuse. J'ai été un idiot qui ne comprenait rien. Est-ce qu'il va nous mettre en prison? Demanda Chloé avec cette innocence déchirante des enfants qui ont appris trop tôt que le monde peut être cruel envers les vulnérables. Non, mon amour, répondit Alexandre, s'agenouillant pour être à la hauteur de la petite fille. Personne n'ira en prison et personne ne fera plus jamais de mal à votre famille. Le médecin, qui avait écouté toute cette conversation, s'éclaircit discrètement la gorge. Excusez-moi, mais je dois savoir si vous allez autoriser le traitement immédiat pour Lucas. L'enfant a besoin d'être transféré en soins intensifs maintenant. Autorisez tout, ordonna Alexandre sans hésiter. Le meilleur traitement disponible, la meilleure chambre, les meilleurs spécialistes. L'argent n'est pas un problème. Monsieur Beaumont, interrompit Élodie, retrouvant sa voix malgré la situation accablante. Je ne peux pas vous permettre de faire cela. Je n'ai pas les moyens de vous rembourser. Avec mon salaire de femme de ménage, il me faudrait toute une vie pour rembourser cet argent. Élodie, dit Alexandre, se levant et la regardant droit dans les yeux, après ce que j'ai découvert cette nuit, après avoir vu comment tu as vécu, après avoir compris pourquoi tu prenais ces produits, c'est moi qui devrais payer. Je devrais payer pour avoir été si aveugle, si insensible, si complètement inconscient de la souffrance qui se déroulait sous mon propre nez. Que voulez-vous dire par « après ce que vous avez découvert » demanda Élodie, bien qu'une partie d'elle craigne la réponse. Alexandre baissa les yeux, honteux de devoir admettre à quel point il avait violé la vie privée de son employé. Je t'ai suivi jusqu'à ta maison. J'ai vu où tu vis. J'ai vu comment tu t'occupes de tes enfants. J'ai vu comment tu utilises ces produits que je pensais que tu volais. L'expression d'Élodie passa de la confusion à l'horreur absolue. L'idée que son patron ait vu les conditions déplorables dans lesquelles elle élevait ses enfants, qu'il ait été témoin de sa plus grande honte, la remplit d'une humiliation si profonde qu'elle se sentit physiquement malade. Vous avez vu la maison abandonnée, murmura-t-elle, couvrant son visage de ses mains. Vous avez vu comment nous vivons. Vous avez vu que je n'ai pas d'eau chaude, pas de chauffage, que mes enfants dorment sur des matelas à même le sol. J'ai vu une mère extraordinaire faire l'impossible pour garder ses enfants en vie, interrompit Alexandre d'une voix ferme et émue. J'ai vu une femme qui prend des produits de nettoyage non pour les vendre, mais pour désinfecter une maison où personne ne devrait vivre, mais qu'elle transforme en un foyer sûr pour ses bébés. Ce n'est pas vrai, explosa Élodie, la honte se transformant en désespoir. Je suis une mère terrible. Mes enfants vivent comme des animaux à cause de moi. Lucas est ici parce que je n'ai pas pu lui offrir un foyer décent ou respirer un air pur. Ne dis pas ça, cria Thomas en serrant sa mère avec une intensité qui surprit tout le monde. Tu es la meilleure maman du monde. Papa disait toujours que tu étais plus forte que 100 hommes réunis. Thomas a raison, ajouta Chloé, rejoignant l'étreinte familiale. Maman, tu nous donnes de l'amour tous les jours, tu nous fais sentir en sécurité. Tu nous apprends à être bons, c'est plus important que d'avoir une belle maison. Alexandre observait cette scène d'amour inconditionnel et se rendait compte qu'il était témoin de quelque chose que lui, malgré toute sa richesse, n'avait jamais expérimenté. Ses enfants n'aimaient pas leur mère malgré la pauvreté. Ils l'aimaient précisément parce qu'elle avait tout sacrifié, même sa dignité, pour les protéger. Élodie, dit Alexandre avec une émotion qu'il n'avait jamais permis aux autres de voir. Sais-tu quel a été le moment qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai vu hier soir? Élodie leva les yeux, incapable d'imaginer quel aspect de sa misère avait été le plus mémorable pour son patron. C'est quand j'ai entendu Lucas demander si papa allait revenir du ciel, continua Alexandre, sa voix se brisant légèrement. Et ensuite, quand je t'ai vu avouer à Thomas que tu avais pris ces choses du bureau, j'ai vu une femme torturée par la culpabilité, enseignant à ses enfants que ce qu'elle faisait était mal, mais que parfois les circonstances extrêmes nous obligent à compromettre nos valeurs. Parce que c'est mal, murmura Élodie. Voler est mal, quelle qu'en soit la raison. Tu ne volais pas, s'exclama Alexandre avec une passion qui surprit même le médecin, qui avait écouté toute la conversation avec une fascination croissante. Tu prenais du désinfectant pour nettoyer la maison de tes enfants malades. Tu utilisais des produits de nettoyage pour créer l'environnement le plus hygiénique possible dans des conditions impossibles. Mais il ne m'appartenait pas, insista Élodie, s'accrochant à cette intégrité morale qui avait été son guide pendant toute la crise. Tu as raison, admit Alexandre. Il ne t'appartenait pas, mais sais-tu quoi? Il m'appartenait. Et si j'avais été un meilleur patron, un meilleur être humain, j'aurais vu qu'une de mes employées les plus dévouées luttait pour survivre. J'aurais remarqué que tu arrivais tôt et partais tard, non par ambition, mais par désespoir économique. Le médecin intervint finalement avec une urgence renouvelée. Excusez-moi, mais nous devons vraiment transférer Lucas immédiatement. Ses niveaux d'oxygène baissent de nouveau. Allez-y, docteur, ordonna Alexandre. Faites tout ce qui est nécessaire. Je veux des rapports médicaux toutes les heures. Tandis qu'une civière emmenait Lucas aux soins intensifs, Élodie s'effondra sur une chaise,
accablé par l'intensité émotionnelle de la situation. Ses 2 enfants aînés se blottirent à ses côtés, formant cette unité familiale inébranlable qui avait été leur force pendant les mois les plus difficiles. « Monsieur Beaumont », dit Élodie après plusieurs minutes de silence, « il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose sur pourquoi nous avons fini par vivre dans cette maison abandonnée. » Alexandre s'assit en face d'elle, se préparant à entendre plus de détails d'une histoire qu'il avait déjà profondément marquée. « Mon mari, le père de mes enfants, s'appelait Marc », commença Élodie. Sa voix prenant cette qualité nostalgique qu'ont les gens lorsqu'ils parlent de proches perdus. Il était soudeur industriel. Il travaillait dans la construction de gratte-ciel et de ponts. C'était un homme bon, travailleur, qui rêvait de donner à ses enfants une vie meilleure que celle qu'il avait eue. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Alexandre, bien qu'il pressente que la réponse serait douloureuse. Il travaillait à la construction du nouveau complexe d'affaires La Tour Opale, continua Élodie, sans se rendre compte de l'impact que ces mots auraient sur Alexandre. L'entreprise de construction avait décidé d'économiser de l'argent sur les équipements de sécurité. Les harnais étaient en mauvais état. Les plateformes ne respectaient pas les réglementations, mais ils pressaient les travailleurs de finir rapidement. Alexandre sentit le sang lui glacer. La Tour Opale était un projet qu'il connaissait très bien. Ça avait été l'un des contrats les plus lucratifs de son entreprise ces dernières années. Marc est tombé du 18e étage parce que la plateforme de travail s'est effondrée, continua Élodie, pleurant maintenant ouvertement. Quand j'ai essayé de faire en sorte que l'entreprise assume sa responsabilité, ils m'ont dit que c'était sa négligence de ne pas avoir correctement vérifié son équipement. Ils m'ont refusé toute indemnisation et m'ont menacé de me poursuivre en justice si j'insistais. « Quelle entreprise était-ce » demanda Alexandre, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse et espère désespérément se tromper. « Beaumont Bâtisseur » répondit Élodie. « Groupe Beaumont, la même entreprise où je travaille maintenant, nettoyant les bureaux de l'homme dont la compagnie a tué mon mari. » Le silence qui suivit fut si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes de l'hôpital. Alexandre sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Pendant des années, Élodie avait travaillé pour lui, nettoyant son bureau, connaissant chaque détail de sa vie professionnelle, tout en gardant le secret le plus dévastateur possible. « Savais-tu qui j'étais quand tu as postulé pour ce travail ?» demanda Alexandre d'une voix à peine audible. « Bien sûr que je le savais », répondit Élodie avec un calme qui contrastait dramatiquement avec la tempête émotionnelle dans ses yeux. « Je savais exactement qui vous étiez, le propriétaire de l'entreprise qui avait tué mon mari et ensuite détruit ma vie financièrement. »« Pourquoi ?» demanda Alexandre, complètement accablé. « Pourquoi être venu travailler pour moi ? Pourquoi ne m'as-tu pas confronté ? Pourquoi n'as-tu pas cherché vengeance ?» Élodie regarda ses 2 enfants qui avaient écouté cette révélation avec des expressions de choc et de confusion croissantes. « Parce que j'avais besoin de ce travail, » répondit-elle simplement. « Parce que mes enfants avaient besoin de manger. Parce que la vengeance n'allait pas ramener Marc à la vie, ni payer nos factures. Et parce que Marc m'a toujours appris que la haine n'empoisonne que celui qui la ressent. Mais je suis responsable de la mort de ton mari, » balbutia Alexandre, les larmes coulant librement sur son visage. « Mon entreprise, mes décisions sur les coûts, ma pression pour livrer les projets rapidement, oui, » confirma Élodie, avec une sérénité plus dévastatrice que n'importe quel cri de colère. « Vous êtes responsable, mais vous haïr n'allez pas nourrir mes enfants. Travailler pour vous, oui. » À ce moment-là, Alexandre Beaumont comprit qu'il avait été en présence d'une grandeur humaine qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe combien d'argent il accumulerait ou combien de pouvoir il obtiendrait. Cette femme avait trouvé la force de travailler pour l'homme responsable de sa tragédie. Elle avait maintenu son professionnalisme et son intégrité, tout en nettoyant le bureau de celui qui avait détruit sa famille. « Élodie, » dit Alexandre finalement, « il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé. Il n'y a aucun moyen de compenser ce que ma négligence a causé à ta famille. Mais je te jure sur la vie de mes propres enfants que je consacrerai le reste de mon existence à réparer cette erreur. » « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Thomas, avec cette méfiance naturelle que développent les enfants qui ont vu les adultes promettre des choses qu'ils ne tiennent pas. Alexandre regarda le garçon de 12 ans qui avait assumé des responsabilités d'adulte trop tôt et pris la décision la plus importante de sa vie d'entrepreneur. « Cela signifie que ta famille ne manquera plus jamais de rien, » déclara-t-il avec une détermination qui le surprit lui-même. « Cela signifie que vous aurez un logement digne, une éducation complète, des soins médicaux garantis, et tout ce que votre père voulait vous donner lorsqu'il travaillait sur mes projets. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda Chloé avec cette honnêteté directe des enfants. « Vous nous avez déjà fait du mal une fois. » Alexandre s'agenouilla de nouveau pour être à la hauteur de la petite fille de 8 ans qui venait de lui poser la question la plus importante de sa vie. « Pourquoi ?» répondit-il d'une voix émue. « Votre famille m'a appris cette nuit ce que signifie vraiment être humain
et parce que je ne permettrai plus jamais que mon ignorance cause tant de souffrance. Les heures suivantes à l'hôpital se déroulèrent comme des montagnes russes émotionnelles que personne dans cette salle d'attente n'oublierait jamais. Alexandre était resté là toute la nuit, annulant des réunions importantes, ignorant des appels d'urgence de son entreprise, complètement absorbé par une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, la souffrance des personnes qui travaillaient pour lui. Toutes les 30 minutes, les infirmières sortaient avec des mises à jour sur Lucas. Le petit enfant avait été connecté à plusieurs machines, son petit corps luttant contre une infection qui avait progressé plus que prévu initialement. Les médecins avaient expliqué que des semaines passées à vivre dans des conditions insalubres avaient gravement compromis son système immunitaire. « Maman, Lucas va mourir ?» demanda Chloé avec cette brutalité enfantine qui coupe comme un rasoir après avoir vu un autre médecin sortir avec une expression préoccupée. « Non, mon amour, répondit Élodie, bien qu'Alexandre pût déceler l'incertitude derrière ses mots. Lucas est fort comme son papa, il va s'en sortir. Alexandre observait cette famille affronter la possibilité d'une autre perte dévastatrice. Ils avaient déjà perdu Marc. Ils avaient perdu leur foyer, leur stabilité économique, leur dignité sociale. L'idée qu'ils puissent aussi perdre Lucas était simplement insupportable à contempler. « Monsieur Beaumont, dit Thomas soudainement, rompant le silence tendu qui s'était installé dans la salle d'attente. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Alexandre, surpris par le sérieux dans la voix du garçon. « Avez-vous des enfants ?» La question frappa Alexandre comme un coup de poing dans l'estomac. Oui, il avait des enfants. 2 adolescents qui vivaient dans un hôtel particulier, qui fréquentaient des écoles privées chères, qui n'avaient jamais affronté une seule difficulté réelle dans leur vie privilégiée, des enfants qui le connaissaient plus comme un pourvoyeur d'argent que comme un père présent. « Oui, » admit-il d'une voix basse. « J'ai 2 enfants, Sébastien a 6 ans et Valérie 14. Ils savent où vous êtes maintenant, » continua Thomas avec cette intelligence émotionnelle que développent les enfants qui ont trop vu. « Non, » avoua Alexandre, réalisant qu'il n'avait même pas pensé à contacter sa propre famille pour expliquer son absence. « Ils pensent probablement que je suis à une réunion d'affaires ou en voyage d'affaires. Comme toujours. »« Comme toujours ?» répéta Chloé avec une curiosité sincère. Alexandre réalisa que ses enfants, qui avaient perdu leur père tragiquement, ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait avoir des enfants vivants et en bonne santé, mais choisir d'être absent de leur vie. Pour eux qui valorisaient chaque moment familial comme un trésor, l'idée d'un père qui priorisait le travail sur la famille était complètement incompréhensible. « Mes enfants sont habitués à ce que papa ne soit pas à la maison », expliqua Alexandre, ressentant une honte croissante en verbalisant cette réalité. « J'ai toujours pensé que ma responsabilité était de gagner de l'argent pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. De grandes maisons, des voitures chères, des vacances en Europe. Mais vous les serrez dans vos bras ?» demanda Chloé avec cette simplicité qui va droit au cœur des choses importantes. « Je les serre dans mes bras ?» répéta Alexandre comme si la question était dans une langue étrangère. « Oui, » insista la petite fille. « Nous serrons maman dans nos bras tous les jours, plusieurs fois par jour, surtout quand elle est triste ou inquiète. Vous, serrez-vous vos enfants dans vos bras quand ils sont tristes ?» Alexandre resta silencieux pendant de longues minutes, traitant une question qui révélait un vide fondamental dans sa vie familiale. Il ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait serré Sébastien ou Valérie dans ses bras. Leurs interactions se limitaient à des questions sur les notes scolaires, des virements d'argent pour les dépenses et des conversations superficielles lors des rares dîners de famille. « Je crois que je ne les serre pas assez dans mes bras, » admit-il finalement, sa voix se brisant légèrement. « Papa nous serrait dans ses bras tous les jours, » partagea Thomas avec un sourire nostalgique qui illumina momentanément son visage fatigué. Quand il rentrait du travail, avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe, il nous serrait dans ses bras. Il disait que les câlins de ses enfants étaient ce qui lui donnait la force de travailler si dur. « Et les week-ends » ajouta Chloé, rejoignant les souvenirs familiaux. Papa inventait des jeux avec nous. Il transformait la maison en château, ou en vaisseau spatial, ou en jungle. Nous n'avions pas besoin de jouets chers parce que papa rendait tout amusant. Alexandre écoutait ces descriptions et se rendait compte que Marc Dubois, un soudeur industriel aux revenus modestes, avait été infiniment plus riche que lui dans les seules choses qui comptaient vraiment. Il avait eu l'amour inconditionnel de sa famille, il avait construit de précieux souvenirs avec ses enfants, il avait été le centre émotionnel de son foyer. « Savez-vous ce qui nous manque le plus chez papa ?» demanda Élodie, rejoignant la conversation d'une voix douce, mais chargée d'émotion. « Quoi ?» demanda Alexandre, se préparant à une autre leçon sur ce que signifiait vraiment être père. « Les histoires », répondit Élodie avec un sourire qui mélangeait joie et tristesse. Chaque soir, Marc inventait des histoires différentes pour les enfants. Des histoires où ils étaient les héros, où ils surmontaient des obstacles, où ils apprenaient des leçons importantes sur le fait d'être de bonnes personnes. « Il les inventait ?» demanda Alexandre,
fasciné par un concept qu'il n'avait jamais envisagé. Complètement, confirma Thomas. Papa disait que les meilleures histoires étaient celles qui venaient du cœur, pas des livres. Il nous racontait des aventures où Lucas était un super-héros qui pouvait voler, où Chloé était une princesse qui sauvait des royaumes, où moi j'étais un explorateur qui découvrait de nouveaux mondes. Et toujours, ajouta Chloé avec un enthousiasme croissant. À la fin de chaque histoire, papa nous disait que dans la vraie vie, nous étions encore plus spéciaux que dans les contes, parce que nous étions ses vrais enfants. Alexandre sentit les larmes commencer à couler à nouveau. Ses enfants avaient perdu un père qui non seulement les avait aimés, mais avait investi du temps, de la créativité et de l'énergie émotionnelle pour nourrir leur imagination, pour les faire se sentir précieux, pour construire leur estime de soi jour après jour. « Vos enfants vous ont-ils déjà demandé de leur raconter des histoires ?» demanda Élodie avec une curiosité sincère. « Non », admit Alexandre. « Ils ont toujours eu des téléviseurs dans leur chambre, des jeux vidéo, des ordinateurs. Je n'ai jamais pensé qu'ils pourraient vouloir quelque chose d'aussi simple que leur papa leur raconte une histoire. Peut être, suggéra Thomas, avec une sagesse qui dépassait largement son âge. Ils ne savent pas qu'ils peuvent vous le demander. Peut être qu'ils attendent que vous le proposiez. À ce moment précis, le médecin-chef des soins intensifs apparut dans la salle d'attente. Son expression était sérieuse, mais pas dévastatrice, ce qui attira immédiatement l'attention de tous les présents. « Famille Dubois », annonça-t-il en consultant son dossier. « J'ai des nouvelles concernant Lucas. » Élodie se leva si rapidement qu'elle faillit perdre l'équilibre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se préparait à entendre des nouvelles qui pourraient tout changer. « Comment va mon bébé, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Lucas a très bien répondu au traitement antibiotique », expliqua le médecin avec un sourire rassurant. Sa respiration s'est considérablement stabilisée et les niveaux d'oxygène dans le sang reviennent à des paramètres normaux. Le soulagement qui s'empara de la famille fut si palpable qu'Alexandre put le sentir physiquement. Élodie s'effondra de nouveau sur sa chaise, cette fois de pure gratitude, tandis que Thomas et Chloé s'étreignaient en pleurant de joie. « Cela signifie qu'il va bien ?» demanda Chloé, ayant besoin d'une confirmation absolue. « Cela signifie que nous avons surmonté la crise immédiate », continua le médecin. « Cependant, Lucas devra rester hospitalisé pendant au moins une semaine supplémentaire pour s'assurer que l'infection est complètement éliminée et après sa sortie, il aura besoin de soins spéciaux à la maison. » « Quel genre de soins spéciaux ?» demanda Élodie. Bien qu'Alexandre soupçonnât qu'elle devinait déjà où la conversation menait, Lucas doit vivre dans un environnement complètement exempt d'humidité, de moisissure et de pollution de l'air, expliqua le médecin avec ce sérieux professionnel qui indiquait qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. Ses poumons ont été gravement affectés par l'exposition prolongée à des conditions environnementales inadéquates. Une rechute pourrait être grave. Le silence qui suivit fut dévastateur. Tous dans cette salle savaient que la maison abandonnée où vivait la famille Dubois ne répondait pas, même de loin, à ses exigences médicales. En fait, c'était exactement le genre d'environnement qui pourrait mettre Lucas en danger s'il y retournait. « Docteur », dit Alexandre, en se levant avec détermination, « quel type de logement serait idéal pour la convalescence de Lucas? Une maison avec un système de chauffage et de ventilation adéquat, sans problème d'humidité, de préférence avec des purificateurs d'air et certainement sans exposition aux moisissures ou aux matériaux de construction détériorés, répondit le médecin, décrivant en fait tout l'inverse de l'endroit où vivait la famille. Entendu, dit Alexandre avec fermeté. Cela ne posera pas de problème. Monsieur Beaumont, interrompit Élodie, comprenant immédiatement les implications de ces mots. Je ne peux pas vous permettre d'en faire plus que ce que vous avez déjà fait. L'hôpital, les médicaments, c'est déjà trop. Élodie, répondit Alexandre, la regardant droit dans les yeux. Ton fils a failli mourir parce que ma négligence en affaires a tué son père et vous a forcé à vivre dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Ce n'est pas de la charité que j'offre, c'est de la justice. Mais une maison comme celle que décrit le docteur doit coûter une fortune, protesta Élodie. Je ne peux pas accepter une chose pareille de votre part. Pourquoi pas? Demanda Chloé avec cette logique simple des enfants. Si monsieur a de l'argent et que nous avons besoin d'une maison pour que Lucas ne tombe pas malade, pourquoi ne peut-il pas nous aider? Pourquoi, mon amour? Expliqua Élodie patiemment. Quand quelqu'un te donne quelque chose de très grand, il peut ensuite te demander des choses en retour que tu ne pourras être pas donné. Alexandre sentit ces mots le frapper comme une gifle. Élodie avait raison de se méfier. Dans son monde des affaires, toutes les faveurs venaient avec des conditions, toutes les aides avaient des coûts cachés, toutes les générosités étaient des investissements déguisés. Élodie, dit Alexandre, avec une émotion qu'il n'avait jamais permis aux autres de voir dans des contextes professionnels. La seule chose que je veux en retour, c'est l'opportunité d'être un homme meilleur que je ne l'ai été jusqu'à présent. L'opportunité d'honorer la mémoire de Marc,
en faisant pour ses enfants ce qu'il aurait fait si je n'avais pas été aussi irresponsable en matière de sécurité au travail. » « Vraiment ?» demanda Thomas, scrutant le visage d'Alexandre avec cette capacité des enfants à détecter la sincérité ou la fausseté chez les adultes. « Vraiment ?» confirma Alexandre. « Et de plus, je veux vous demander une faveur. »« Quelle faveur ?» demanda Chloé avec curiosité. « Je veux que vous m'appreniez à être le genre de père que Marc était, » dit Alexandre, sa voix se brisant d'émotion. « Je veux apprendre à raconter des histoires à mes enfants, à les serrer dans mes bras quand ils sont tristes, à leur faire sentir qu'ils sont plus importants que n'importe quelle réunion d'affaires. »« Sérieusement ?» demanda Élodie, surprise par une demande qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. « Sérieusement ?» confirma Alexandre. « Vous avez perdu le meilleur père du monde, mais vos souvenirs de lui peuvent m'aider à devenir un meilleur père pour mes propres enfants. Ce serait le meilleur paiement que vous pourriez me donner. » Pour la première fois depuis le début de cette longue nuit de révélation, Élodie sourit avec un espoir sincère. « Je crois, dit-elle finalement, que Marc serait très fier de savoir que son héritage va aider une autre famille à se retrouver. » 3 jours après la promesse faite à l'hôpital, Alexandre Beaumont se tenait devant une magnifique maison de 2 étages dans le quartier résidentiel Les Jardins, tenant les clés dans une main et un contrat d'achat dans l'autre. Ce n'avait pas été une décision impulsive. Il avait passé 72 heures à rechercher méticuleusement chaque détail pour trouver le logement parfait pour la famille Dubois. La maison avait tout ce que le médecin avait spécifié pour la convalescence de Lucas. Un système de chauffage central, des purificateurs d'air dans chaque pièce, de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière naturelle abondante et, le plus important, elle avait été construite il y a seulement 2 ans avec des matériaux complètement exempts d'humidité et de moisissure. Mais Alexandre était allé au-delà des exigences médicales. La propriété comptait 4 grandes chambres, 2 salles de bain complètes, une cuisine moderne avec de nouveaux appareils électroménagers, un jardin arrière où les enfants pourraient jouer en toute sécurité et était situé dans une zone avec d'excellentes écoles publiques. C'était exactement le genre de foyer que Marc Dubois aurait rêvé de fournir à sa famille. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur Beaumont ?» demanda Isabelle Lefebvre, l'agente immobilière qui avait géré l'achat express. « C'est une décision très généreuse, mais aussi très coûteuse. Cette propriété vaut plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 10 ans. Je suis complètement sûr, » répondit Alexandre sans hésiter. De plus, ce n'est pas de la générosité, c'est une justice très en retard. En attendant l'arrivée de la famille Dubois, Alexandre réfléchissait aux changements extraordinaires qui s'étaient produits dans sa vie au cours de ces 3 jours. Il avait annulé des réunions importantes, délégué des décisions commerciales qu'il considérait normalement comme cruciales, et pour la première fois depuis des années, il avait placé les besoins d'autres personnes au-dessus de ses propres ambitions financières. Plus importante encore, il avait eu la conversation la plus honnête de sa vie avec ses propres enfants. La veille au soir, il était rentré dans son hôtel particulier avant 20 heures pour la première fois depuis des mois. Sébastien et Valérie dînaient seuls dans la salle à manger principale, comme à leur habitude, tandis que lui travaillait généralement tard ou assistait à des événements professionnels. « Papa » avait dit Valérie, surprise de le voir apparaître si tôt. « Tout va bien à l'entreprise ? Nous ne nous attendions pas à vous voir avant le week-end. » Ces mots lui avaient brisé le cœur. Ses propres enfants étaient surpris de le voir à la maison pendant la semaine, comme si sa présence paternelle était un événement extraordinaire qui ne se produisait qu'occasionnellement. « J'ai quelque chose de très important à vous raconter », leur avait-il dit, s'asseyant avec eux pour la première fois depuis des mois, « et je dois vous demander pardon pour le genre de père que j'ai été jusqu'à présent. » Pendant les 2 heures suivantes, il leur avait raconté toute l'histoire. Élodie, la maison abandonnée, Lucas à l'hôpital, la mort de Marc dans l'un de ses projets de construction et la leçon dévastatrice sur ce que signifiait vraiment être un père présent. « Papa » avait dit Sébastien avec une maturité qui l'avait surpris. « Nous savons que vous travaillez beaucoup pour nous donner une bonne vie. Nous n'avons jamais senti que vous ne nous aimiez pas. Mais, » avait ajouté Valérie avec cette honnêteté directe qu'elle tenait de sa mère, « nous avons senti que vous ne nous connaissiez pas vraiment, comme si vous saviez que nous existions, mais ne saviez pas qui nous étions. » Ces mots avaient été plus percutants que n'importe quelle critique commerciale qu'il ait reçue. Ses enfants ne le blâmaient pas de travailler autant, mais reconnaissaient qu'il avait manqué l'occasion de les connaître en tant qu'individus, avec des rêves, des peurs, des personnalités uniques. « Que pouvons-nous faire pour changer cela ?» leur avait-il demandé, sincèrement intéressé à entendre leurs idées. « Eh bien, » avait répondu Valérie après mûre réflexion, « vous pourriez commencer par nous demander comment s'est passée notre journée quand vous rentrez à la maison. Pas seulement si nous avons fait nos devoirs ou si nous avons eu de bonnes notes. Et peut-être, » avait ajouté Sébastien, « vous pourriez nous raconter des histoires sur votre enfance. Nous ne savons jamais rien sur la façon dont vous avez grandi, ce que vous aimiez faire,
Comment vous avez rencontré maman ?» Alexandre avait promis que tout cela changerait et avait commencé cette même nuit en leur racontant sa propre enfance, les erreurs qu'il avait commises en privilégiant le succès financier sur les relations humaines et comment une famille en crise lui avait enseigné des leçons qu'aucune école de commerce ne pourrait offrir. Maintenant, debout devant la nouvelle maison de la famille Dubois, Alexandre ressentait un mélange de nervosité et d'émotion qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il était un jeune entrepreneur construisant sa première entreprise. Mais cette fois, le succès ne se mesurait pas en gains économiques, mais dans le sourire d'une mère qui pourrait enfin offrir à ses enfants un foyer digne. Le taxi s'arrêta devant la maison exactement à 14 heures comme convenu. Lucas avait été autorisé à quitter l'hôpital ce matin-là et, bien qu'il semblât encore fragile, ses joues avaient retrouvé un peu de la couleur rose saine de l'enfance. Élodie sortit la première du véhicule, suivie de Thomas, qui aida Lucas à descendre avec précaution, tandis que Chloé courait immédiatement vers le jardin avant. « Maman, regarde comme ces fleurs sont belles !» cria Chloé en montrant les rosiers qui décoraient l'entrée. « Et il y a une balançoire dans cet arbre. »« Chloé, ne touche à rien !» l'avertit Élodie automatiquement avec cette prudence de quelqu'un qui avait appris à ne pas attendre trop de la vie. « Ce n'est pas notre maison. Nous sommes ici pour la voir, mais nous ne savons pas si... » « Élodie, » interrompit Alexandre doucement, s'approchant, les clés tendues vers elle. « C'est votre maison, complètement la vôtre. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le vent faire bouger les feuilles de l'arbre où il y avait effectivement une balançoire installée. Élodie regarda les clés comme si c'étaient des objets magiques qui pourraient disparaître si elle les touchait. « Que voulez-vous dire par « complètement la nôtre » manda Thomas avec cette méfiance protectrice qu'il avait développée après des mois d'incertitude. « Je veux dire, » expliqua Alexandre en s'agenouillant pour être à la hauteur des 3 enfants, que la maison est entièrement payée, qu'elle est à votre nom de famille et que personne ne pourra jamais vous l'enlever. « C'est à nous pour toujours ? Pour toujours, vraiment ?» demanda Lucas avec cette petite voix qui montrait encore des signes de sa récente maladie, mais qui brillait d'un espoir prudent. « Pour toujours, vraiment ?» confirma Alexandre, sentant ses yeux se remplir de larmes en voyant l'expression d'étonnement sur le visage du petit enfant. Élodie prit finalement les clés de ses mains tremblantes. Pendant des mois, elle avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais cru que ce serait possible. Elle avait des fantasmes nocturnes où elle imaginait ses enfants courir dans une vraie maison, dormir dans de vrais lits, se baigner avec de l'eau chaude, mais elle s'était toujours réveillée dans cette maison abandonnée où la réalité la frappait brutalement. « Pouvons-nous entrer et la voir de l'intérieur ?» demanda Chloé, sautant pratiquement d'excitation. « Bien sûr », répondit Alexandre, dirigeant la famille vers la porte principale. « C'est votre foyer, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Quand Élodie ouvrit la porte, ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur dépassa toutes les attentes qu'ils auraient pu avoir. Alexandre n'avait pas seulement acheté la maison. Il l'avait entièrement meublée avec tout le nécessaire pour une famille avec 3 enfants. Dans le salon principal, il y avait un canapé confortable à 3 places, une table basse en bois massif, une télévision grand écran fixée au mur et, le plus important, une bibliothèque remplie de livres pour enfants et adolescents. La cuisine était entièrement équipée avec de nouveaux appareils électroménagers, une vaisselle complète, et le garde-manger était approvisionné avec suffisamment de nourriture pour plusieurs semaines. « Maman, il y a un escalier !» cria Thomas en courant vers le 2e étage, comme un enfant normal de 12 ans pour la première fois depuis des mois. « Et chaque chambre a son propre lit ?» ajouta Chloé, qui avait suivi son frère aîné à l'étage. Alexandre avait porté une attention particulière aux chambres. La chambre principale avait un lit double avec une nouvelle literie, une grande armoire et une commode avec miroir. Les chambres des enfants étaient décorées de manière appropriée pour leur âge. Celle de Thomas avait un bureau pour étudier et des posters éducatifs. Celle de Chloé était peinte dans des tons doux avec un lit simple décoré de nouvelles poupées. Et celle de Lucas avait un lit bébé convertible qui pouvait se transformer en lit d'enfant plus grand, ainsi qu'un humidificateur spécial recommandé par les médecins. « Monsieur Beaumont », dit Élodie d'une voix brisée par l'émotion. « C'est trop, c'est plus que ce que j'ai jamais rêvé de donner à mes enfants. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir vous rembourser un jour. »« Élodie », répondit Alexandre, s'asseyant à côté d'elle sur le nouveau canapé. « Te souviens-tu ce que tu m'as dit à l'hôpital sur la raison pour laquelle tu as décidé de travailler pour moi au lieu de chercher vengeance ? Parce que la vengeance n'allait pas nourrir mes enfants, » répéta Élodie, se rappelant ses propres mots. « Exactement, » continua Alexandre. « Eh bien, cette maison n'est pas une vengeance pour ce que mon entreprise a fait à Marc. Cette maison est ma façon d'honorer sa mémoire, en m'assurant que ses enfants aient les opportunités qu'il voulait leur donner. « Maman, viens voir ma chambre !» cria Lucas d'en haut, sa voix pleine d'une joie qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Quand ils montèrent au 2e étage, ils trouvèrent les 3 enfants explorant leur nouvelle chambre
avec des expressions de pur émerveillement. Lucas avait découvert que son lit avait des barrières latérales pour éviter les chutes, mais qu'elle pouvait aussi être retirée quand il serait plus grand. Chloé serrait une nouvelle poupée qu'elle avait trouvée sur son lit. Thomas examinait les livres sur son bureau, des livres adaptés à son âge et à son niveau d'éducation. « Est-ce que je peux vraiment garder tous ces livres ?» demanda Thomas en tenant une encyclopédie de sciences naturelles. « Ils sont à toi », confirma Alexandre. « Et il y a plus de livres en bas dans la bibliothèque familiale. J'ai pensé que tu aimerais peu lire des histoires à tes frères et sœurs, comme ton papa le faisait. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. Pendant des mois, il avait assumé des responsabilités d'adulte par nécessité, mais on lui offrait maintenant l'occasion d'être un grand frère dans des circonstances normales, de prendre soin de Lucas et Chloé par amour, plutôt que par désespoir. « Monsieur Beaumont, » dit Thomas avec un sérieux touchant, « puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Vos enfants savent-ils ce que vous faites pour nous ?» La question surprit Alexandre, car elle révélait que Thomas avait pensé non seulement à sa propre famille, mais aussi à la façon dont ses actions pourraient affecter d'autres personnes. « Oui », répondit Alexandre, « je leur ai raconté toute votre histoire, et ils savent que vous m'avez enseigné des leçons très importantes sur ce que signifie être une famille. »« Quel genre de leçons ?» demanda Chloé, rejoignant la conversation avec cette curiosité naturelle des enfants. « Ils m'ont appris que serrer ses enfants dans les bras est plus important que de leur acheter des choses chères, » expliqua Alexandre. « Ils m'ont appris que raconter des histoires à la maison est plus précieux que de travailler tard. Ils m'ont appris que connaître les rêves de mes enfants est plus important que de gagner plus d'argent. Allez-vous commencer à serrer plus souvent vos enfants dans vos bras ?» demanda Lucas avec cette innocence directe que seuls les petits-enfants possèdent. « J'ai déjà commencé », confirma Alexandre avec un sourire sincère. « Hier soir, j'ai serré Sébastien et Valérie dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Et savez-vous ce que j'ai découvert ?»« Quoi ?» demandèrent les trois enfants à l'unisson. Qu'ils avaient aussi besoin de ces câlins, mais qu'ils ne savaient pas comment me les demander. Élodie, qui avait écouté cette conversation en explorant la salle de bain principale avec sa nouvelle douche et son eau chaude, s'approcha du groupe, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur Beaumont, » dit-elle d'une voix chargée d'émotion, « Marc serait très fier de savoir que son histoire aide une autre famille à se retrouver. »« Vous le croyez vraiment ?» demanda Alexandre, ayant vraiment besoin de cette confirmation. « Complètement, » répondit Élodie sans hésiter. Marc disait toujours que les tragédies n'avaient de sens que si nous les transformions en opportunités pour rendre le monde un peu meilleur. « Maman, » dit Chloé soudainement, « pouvons-nous inviter Monsieur Beaumont et ses enfants à dîner ici un jour pour que nous puissions les rencontrer et peut-être leur apprendre quelques-uns des jeux que papa nous a appris ?» La suggestion prit Alexandre complètement par surprise. Ses enfants, qui avaient tant perdu, qui avaient tant souffert par négligence de son entreprise, offraient maintenant de partager leur nouveau bonheur avec sa famille. C'était un niveau de générosité et de pardon qui l'émouvait profondément. « J'adorais, » répondit Alexandre, « et je suis sûr que Sébastien et Valérie adoreraient aussi vous rencontrer. » « Pouvons-nous leur montrer comment papa nous a appris à faire des petites pièces de théâtre ?» exclama Chloé avec un enthousiasme croissant. « Et Thomas peut leur raconter certaines des histoires que papa nous inventait. Et Lucas peut leur apprendre ses chansons préférées. » ajouta Thomas en portant son petit frère avec cette tendresse protectrice qu'il avait développée pendant les mois difficiles. Alexandre observait cette planification spontanée d'une réunion de famille et se rendait compte qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Ses enfants ne pensaient pas en termes de nous contre eux ou de pauvres contre riches. Ils pensaient simplement en termes de familles qui peuvent s'aider mutuellement à être plus heureuses. « Il y a une chose de plus que je veux vous montrer », dit Alexandre en dirigeant la famille vers la fenêtre de la chambre principale qui donnait sur le jardin arrière. Dans le patio, il y avait quelque chose qui avait nécessité des jours de planification spéciale. Un petit potager surélevé avec de la terre fertile, des outils de jardinage adaptés aux enfants et des graines de légumes et d'herbes que la famille pourrait cultiver ensemble. Marc a toujours voulu apprendre à ses enfants à cultiver leurs propres aliments, expliqua Alexandre. Élodie m'a raconté à l'hôpital qu'il parlait d'avoir un jardin où il pourrait apprendre d'où vient la vraie nourriture. « Papa vous a dit ça ?» demanda Thomas, surpris qu'Alexandre connaisse des détails aussi intimes sur les rêves de son père. « C'est ta maman qui me l'a raconté », précisa Alexandre. « Et j'ai pensé que peut-être vous pourriez m'apprendre aussi. Je n'ai jamais rien planté de ma vie. »« Oui » cria Lucas, applaudissant de ses petites mains qui semblaient déjà plus fortes après le traitement médical. « Nous pouvons planter des tomates et des laitues et des carottes et de jolies fleurs pour maman », ajouta Chloé, toujours soucieuse de rendre sa mère heureuse. Élodie s'approcha de la fenêtre et observa le jardin avec une expression mêlant gratitude, émerveillement et une profonde mélancolie. C'était exactement ce que Marc avait rêvé pour sa famille. Et bien qu'il ne soit pas physiquement présent pour le voir, son esprit et ses valeurs étaient complètement vivants à ce moment. « Marc », murmura-t-elle doucement,
s'adressant à son défunt mari comme s'il pouvait l'entendre. « Nos bébés ont enfin le foyer que tu voulais leur donner. » Alexandre réalisa qu'il était témoin d'un moment sacré, un instant où l'amour transcende la mort et où les rêves reportés trouvent enfin leur réalisation. Ce n'était pas seulement une maison qu'il livrait, c'était la matérialisation des espoirs d'un père mort trop tôt, mais dont l'héritage continuerait à vivre dans ses enfants. « Élodie, dit Alexandre, finalement il y a une condition pour cette maison. » La panique instantanée qui apparut dans les yeux de la femme lui brisa le cœur, mais il était nécessaire d'établir cette condition spécifique. « Quelle condition ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que vous me permettiez de changer toutes les politiques de sécurité au travail au sein du groupe Beaumont, répondit Alexandre, avec un sérieux absolu. Que vous m'aidiez à mettre en œuvre des protocoles qui garantiront qu'aucun autre travailleur ne souffrira ce que Marc a souffert, que vous transformiez la tragédie de votre mari en la salvation d'autres travailleurs. » Élodie le regarda pendant de longues secondes, traitant l'ampleur de ce qu'il proposait. « Vous parlez sérieusement » demanda-t-elle finalement. « Complètement sérieusement » confirma Alexandre. « Je veux que Marc Dubois devienne le nom du programme de sécurité au travail le plus strict de toute l'industrie du bâtiment. » Pour la première fois depuis la perte de son mari, Élodie sentit que la tragédie qui avait détruit sa vie aurait enfin un but qui honorerait la mémoire de Marc de la manière la plus significative possible. « J'accepte », dit-elle d'une voix ferme. « J'accepte de tout mon cœur. » Le premier dîner de famille entre les familles Beaumont et Dubois eut lieu une semaine après la remise de la maison. Alexandre arriva à 18h avec Sébastien et Valérie, apportant des fleurs pour Élodie et des jouets éducatifs pour les 3 enfants. Ces enfants avaient été nerveux toute la journée, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette famille qui avait si profondément transformé leur père. La maison qui était autrefois un rêve impossible débordait maintenant de vie et de chaleur humaine. L'arôme de la cuisine maison se mêlait au son des rires enfantins, créant cette atmosphère de véritable foyer qu'aucun hôtel particulier ne pourrait reproduire. Lucas s'était remarquablement amélioré. Ses joues avaient une couleur saine, et sa respiration était claire et forte. « Papa !» murmura Valérie alors qu'il marchait vers la porte principale. « Vous êtes nerveux ?»« Un peu », admit Alexandre avec honnêteté. « Mais c'est une bonne nervosité, comme quand on est sur le point de vivre quelque chose de spécial. » Élodie ouvrit la porte avec un sourire radieux qui contrastait dramatiquement avec la femme désespérée qu'Alexandre avait vue à l'hôpital des semaines auparavant. Elle portait une robe simple mais propre, et il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait d'une dignité retrouvée. « Bienvenue chez nous », dit-elle avec une chaleur sincère qui mit immédiatement Sébastien et Valérie à l'aise. Les premières minutes furent inévitablement gênantes. Sébastien et Valérie, habitués au dîner formel servi par le personnel de maison, se retrouvèrent dans une cuisine où la famille elle-même préparait les repas et où l'on attendait que tout le monde participe au service de la table. « Besoin d'aide pour quelque chose ?» demanda Sébastien, ne sachant pas exactement comment offrir son aide dans un environnement si différent de son expérience habituelle. « Bien sûr !» répondit Thomas avec enthousiasme. « Peux-tu m'aider à apporter les assiettes à table ? Dans notre famille, tout le monde aide à tout. » Valérie observait fascinée comment Chloé aidait Lucas à se laver les mains avant de manger, comment Thomas vérifiait que tout était prêt, comment Élodie coordonnait les activités, avec une efficacité née de l'amour plutôt que de la rigidité. C'était un type de dynamique familiale complètement nouveau pour elle. Le dîner se composait de plats simples, mais préparés avec soin. Poulet basquaise, riz, haricots verts, salade fraîche du potager qu'ils avaient commencé à cultiver, et pain fait maison. Il n'y avait rien de luxueux, mais chaque bouchée avait une saveur qui parlait de temps investi, d'attention portée, de nourriture préparée comme un acte d'amour. Dans notre famille, expliqua Élodie en servant les plats, nous avons une tradition pour les dîners. Chaque personne partage quelque chose de bien qui lui est arrivé pendant la journée et quelque chose pour lequel elle est reconnaissante. Quelque chose de bien et quelque chose pour lequel on est reconnaissant, répéta Valérie comme si c'était un concept complètement étranger. Oui, confirma Lucas avec cette joie contagieuse des petits-enfants. Je commence toujours parce que je suis le plus petit. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que j'ai pu courir dans le jardin sans me fatiguer. Et je suis reconnaissant parce que ma poitrine ne me fait plus mal quand je respire. La simplicité et la profondeur de ces mots touchèrent Sébastien et Valérie. Cet enfant de 5 ans, qui avait été au bord de la mort quelques semaines auparavant, trouvait de la joie à pouvoir respirer normalement et courir sans douleur. Leurs propres préoccupations quotidiennes concernant les notes, les jeux vidéo et les plans sociaux semblaient triviales en comparaison. « Je continue », annonça Chloé. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai trouvé un papillon dans notre potager et il est resté longtemps sur mon doigt et je suis reconnaissante parce que j'ai ma propre chambre où je peux ranger tous mes trésors. »« Quel genre de trésors ?» demanda Valérie avec une curiosité sincère. « De belles pierres que je trouve dans le jardin,
des feuilles aux formes intéressantes, des dessins que je fais pour maman, expliqua Chloé avec sérieux. Papa disait toujours que les trésors les plus précieux ne coûtent pas d'argent. Thomas continua. Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai complètement compris mon devoir de mathématiques sans aide, et je suis reconnaissant parce que je peux étudier à mon propre bureau sans bruit qui me distrait. Élodie sourit avec une fierté maternelle avant de parler. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir Lucas jouer joyeusement dans le jardin, et je suis reconnaissante parce que mes enfants ont un foyer sûr où ils peuvent grandir et rêver. Tous se tournèrent vers Alexandre, Sébastien et Valérie. C'était leur tour de participer à cette tradition familiale. Mais aucun d'eux n'avait jamais réfléchi à sa journée de cette manière si intentionnelle. Nous n'avons jamais fait ça auparavant, admit Alexandre avec honnêteté. Mais je veux essayer. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir le sourire de Lucas quand il a couru vers la porte pour nous accueillir. Et je suis reconnaissant parce que vous m'apprenez à être un meilleur père. Sébastien hésita avant de parler. Quelque chose de bien. Je crois que quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de rencontrer Thomas et de réaliser qu'il y a des gens de mon âge qui sont beaucoup plus matures et responsables que moi. Et je suis reconnaissant parce que papa apprend à passer plus de temps avec nous. Valérie fut la dernière. Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de voir comment Chloé s'occupe de Lucas. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont je peux être une meilleure grande sœur, et je suis reconnaissante parce que cette famille me montre ce que signifie vraiment s'aimer les uns les autres. Le silence qui suivit fut rempli de chaleur et de connexion. Il était évident que quelque chose de fondamental avait commencé à changer dans la dynamique des deux familles. Maintenant, annonça Thomas avec enthousiasme, c'est l'heure des histoires. Pendant l'heure suivante, les enfants du bois partagèrent les histoires que Marc avait l'habitude de leur raconter, mais avec une tournure spéciale. Ils invitèrent Sébastien et Valérie à être des personnages dans les aventures. Chloé inventa une histoire où Valérie était une princesse scientifique qui sauvait des royaumes avec ses expériences. Thomas créa une aventure où Sébastien était un explorateur qui découvrait des civilisations perdues. Lucas, avec l'aide de ses frères et sœurs, raconta une histoire où tous étaient des super-héros qui travaillaient ensemble pour rendre le monde meilleur. Alexandre observait cette interaction et se rendait compte que ses enfants expérimentaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu, la joie pure de l'imagination partagée, de créer des mondes fantastiques avec d'autres enfants, d'être valorisés non pas pour ce qu'ils possédaient, mais pour qui ils étaient en tant que personnes. « Papa » demanda Valérie quand les histoires furent terminées. « Pourrions-nous faire cela à la maison aussi ? Les dîners avec gratitude et les histoires. »« J'adorerais » répondit Alexandre, se sentant plus connecté à ses enfants qu'il ne l'avait été depuis des années. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation devint plus profonde. Élodie raconta à Sébastien et Valérie l'histoire de Marc, non pas comme une figure tragique, mais comme un père aimant qui avait rempli leur vie de joie et d'enseignements précieux. « Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui ?» demanda Sébastien avec une curiosité sincère. « Son rire !» répondit Lucas immédiatement. « Papa riait très fort quand nous jouions, et toute la maison était remplie de bonheur. »« Ses câlins d'ours !» ajouta Chloé. « Il nous serrait si fort que nous avions l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver tant que nous étions dans ses bras. »« Ses conseils !» dit Thomas avec le sérieux de quelqu'un qui avait dû grandir trop vite. Il savait toujours exactement quoi nous dire quand nous avions des problèmes ou quand nous étions confus. « Mais savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» ajouta Élodie avec un sourire plein d'amour. « Toutes ces choses qui nous manquent chez papa vivent encore en vous. » Lucas a son rire joyeux. Chloé donne des câlins qui guérissent le cœur. Et Thomas a cette sagesse spéciale pour aider les autres. « Vraiment ?» demanda Lucas avec des yeux brillants. « Complètement vraiment », confirma sa mère. « Papa vit à travers vous chaque jour. » Cette conversation eut un impact profond sur Sébastien et Valérie. Ils réalisèrent qu'ils avaient tenu pour acquise la présence de leur père, sans apprécier les opportunités de créer des souvenirs et des liens significatifs tant qu'il était encore possible. « Papa », dit Sébastien plus tard cette nuit-là sur le chemin du retour, « nous pourrions commencer à faire des choses ensemble les week-ends, pas des choses chères, mais des choses comme celles que le papa de Thomas faisait avec eux. » « Quel genre de choses avez-vous en tête ?» demanda Alexandre, ému par cette initiative de son fils. « Peut-être pourrions-nous apprendre à cuisiner ensemble », suggéra Valérie, « ou faire des projets dans le jardin ou simplement nous asseoir et discuter sans télévision ni téléphone. »« Cela me semble parfait », répondit Alexandre, sentant son cœur se remplir d'un bonheur qu'aucun succès commercial n'avait pu lui procurer. 3 semaines plus tard, Alexandre était dans son bureau, mais cette fois-ci, il ne travaillait pas tard. C'était un vendredi après-midi, et il avait établi une nouvelle politique personnelle.
Pas de travail après 17 heures le vendredi et les week-ends étaient sacrés pour la famille. Élodie avait commencé à travailler comme consultante en sécurité au travail pour le groupe Beaumont, aidant à concevoir des protocoles qui protégeraient les autres travailleurs de tragédies comme celle que Marc avait subie. Sa connaissance intime des conséquences humaines de la négligence en entreprise l'avait transformé en une voix puissante pour le changement. « Monsieur Beaumont ?» dit Élodie en entrant dans son bureau avec un dossier rempli de documents. « J'ai le rapport final sur les nouvelles mesures de sécurité du programme Marc Dubois. Au cours des dernières semaines, ils avaient travaillé ensemble pour mettre en œuvre les normes de sécurité au travail les plus strictes de l'industrie, des équipements de protection de la plus haute qualité, des inspections quotidiennes obligatoires, une formation exhaustive pour tous les travailleurs et un fonds d'urgence pour les familles de tout employé blessé au travail. « Quels sont les résultats ?» demanda Alexandre, bien qu'ils connaissent déjà la réponse grâce aux rapports hebdomadaires. « 0 accident du travail sur toutes nos constructions au cours des 3 dernières semaines, rapporta Élodie avec une fierté évidente. Les travailleurs disent qu'ils se sentent plus en sécurité et plus valorisés que jamais auparavant. Ah, et l'impact financier? Les coûts initiaux ont été importants, admit Élodie. Mais les économies réalisées sur les assurances, les poursuites judiciaires et le temps perdu à cause des accidents compense déjà l'investissement. De plus, notre réputation d'entreprise responsable attire de meilleurs travailleurs et des contrats plus prestigieux. Alexandre sourit en se rappelant comment il pensait autrefois que la sécurité au travail était une dépense inutile qui réduisait les profits. Il comprenait maintenant que c'était un investissement dans des vies humaines qui se révélait également être une excellente décision commerciale. « Élodie, dit-il en fermant le dossier, puis-je te demander quelque chose de personnel ? Bien sûr. As-tu parfois l'impression que Marc serait fier de ce que nous avons accompli ? Élodie sourit avec cette sérénité qu'elle avait développée pendant les mois de guérison. Chaque jour, surtout quand je vois d'autres travailleurs rentrer sains et saufs chez eux, sachant que leurs enfants ne vivront pas ce que les miens ont vécu. Et tes enfants, comment s'adaptent-ils à tous ces changements ? Lucas est complètement guéri. Les médecins disent qu'il n'y a aucune trace de l'infection respiratoire, rapporta Élodie avec une joie maternelle. Chloé s'épanouit dans sa nouvelle école. Ses professeurs disent que c'est une enfant brillante et compatissante. Et Thomas, qu'en est-il de Thomas ? Thomas me surprend chaque jour, continua Élodie avec fierté. Il a commencé à parler d'étudier l'ingénierie civile quand il sera grand. Il veut concevoir des bâtiments qui seront complètement sûrs pour tous les travailleurs. Sérieusement ? Il dit qu'il veut poursuivre le travail que son père a commencé et que vous aidez à terminer, expliqua Élodie. Il veut que le nom Dubois soit synonyme de construction sûre. Alexandre sentit ses yeux se remplir de larmes. Le fils de Marc n'avait pas seulement surmonté la tragédie, il la transformait en inspiration pour dédier sa vie à la protection des autres. « Élodie, dit-il finalement, je veux te faire une proposition. » « Quel genre de proposition ? Je veux créer un fonds de bourses universitaires au nom de Marc Dubois, expliqua Alexandre avec un enthousiasme croissant, pour les enfants de travailleurs du bâtiment qui souhaitent étudier l'ingénierie, l'architecture ou toute carrière liée à l'amélioration de la sécurité de l'industrie. Vous parlez sérieusement, complètement sérieusement. Et je veux que vous gériez ce fonds, continua Alexandre. Qui de mieux que la veuve de Marc pour décider quel jeune mérite l'opportunité de transformer des tragédies en solutions? Élodie resta sans voix pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de ce qu'Alexandre proposait. « Savez-vous ce que cela signifie ?» demanda-t-elle finalement. « Cela signifie que Marc Dubois deviendra une force pour le bien qui transcende sa propre mort, » répondit Alexandre. « Cela signifie que son héritage sauvera des vies pendant des générations. J'accepte, » dit Élodie d'une voix ferme et émue. « J'accepte de tout mon cœur et au nom de Marc. » Cette même nuit, dans la maison qui débordait maintenant de vie et de bonheur, les deux familles se réunirent à nouveau pour dîner. Mais cette fois, il y avait une tradition supplémentaire. À la fin du dîner, ils allumaient une bougie spéciale en l'honneur de Marc Dubois. « Papa », dit Chloé en s'adressant à la bougie comme si Marc pouvait l'entendre. « Aujourd'hui, Monsieur Alexandre nous a parlé des bourses qui vont aider d'autres enfants à étudier pour faire des métiers plus sûrs. Vous êtes fiers de nous ?» À ce moment-là, comme si l'univers voulait répondre à la question de la petite fille, une douce brise fit bouger les rideaux de la fenêtre, faisant danser la flamme de la bougie d'une manière spéciale. « Papa est là », murmura Lucas avec cette certitude absolue des petits-enfants. Il nous dit qu'il est fier. Alexandre observait cette scène et réalisait qu'il avait été témoin de la transformation la plus extraordinaire de sa vie. Une tragédie avait été transformée en rédemption, une injustice avait été transformée en justice, et une mort avait donné vie à un héritage qui protégerait d'innombrables familles futures. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire ?» dit Alexandre en regardant tous les enfants présents. « Quoi ?» demandèrent-ils à l'unisson. « Que Marc Dubois ne sera jamais seulement un nom sur une tombe.
expliqua Alexandre avec une émotion profonde. Ce sera le nom de bourses universitaires qui aideront des jeunes à étudier. Ce sera le nom de protocoles de sécurité qui sauveront des vies. Ce sera le nom que d'autres travailleurs se rappelleront en rentrant chez eux en toute sécurité chaque soir. Et ce sera le nom que nous porterons avec fierté pour toujours, ajouta Thomas avec cette maturité qu'il avait développée à travers l'adversité transformée en but. Exactement, confirma Alexandre. Marc Dubois est devenu immortel, non pas parce qu'il est physiquement avec nous, mais parce que son amour, ses valeurs et son sacrifice continuent de rendre le monde meilleur chaque jour. À ce moment-là, avec 2 familles unies autour d'une table, avec une bougie honorant la mémoire d'un homme bon, et avec l'avenir brillant de promesses de vie sauvées et de rêves réalisés, tous comprirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. La mort de Marc Dubois avait été une tragédie, mais son héritage était devenu la plus belle histoire de rédemption, d'amour et d'espoir que chacun d'eux aurait pu imaginer. Et chaque fois qu'un travailleur rentrerait sain et sauf chez lui, chaque fois qu'un jeune recevrait une bourse pour étudier, chaque fois qu'une famille n'aurait pas à souffrir ce que la famille Dubois avait souffert, Marc Dubois continuerait à vivre parce que le véritable amour ne meurt jamais. Il se transforme seulement en des formes de plus en plus belles de rendre le monde meilleur.